Raconte-nous l'étude de marché aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait une belle étude de marché et on réussit à convaincre ses partenaires, notamment ses partenaires financiers. C'est assez important. Et soi-même déjà, oui, ça permet de se convaincre soi-même, ce qui est déjà pas mal aussi dans un projet. Non, parce qu'en général, on est convaincu de son projet. Après, c'est le lieu où l'implanter et la pertinence du lieu et le fait que le lieu permette de pérenniser l'activité et d'atteindre un chiffre d'affaires qui permette d'en vivre. Moi, je travaille chez Territoire et Marketing. On fait plein d'études de marché pour des porteurs de projets, mais il y a plein de techniques assez simples qui vous permettent déjà, vous, de l'étudier en amont, et je viens donc vous présenter ces techniques. Juste en 3 secondes, Territoire et Marketing. Tu vends même pas ta boîte, c'est dingue ça. Territoire et Marketing, donc on est un cabinet de conseil en franchise, on existe depuis 18 ans. On travaille et pour des enseignes de franchise et pour des porteurs de projets. Aujourd'hui, on réalise un peu plus de 2000 études par an, dont 300 études de marché d'implantation avec calcul de chiffre d'affaires sur tout type d'activité, tout type de ville, sur la France et l'étranger. Quand on implante, se prononcer sur la pérennité d'un projet et savoir si on va en vivre un jour, voire même bien en vivre, c'est de se poser la question quel chiffre d'affaires je vais réaliser. Alors, je vais faire une présentation qui est assez généraliste. Selon vos projets, vous avez des projets qui sont dépendants d'un emplacement avec de la distribution de produits, ou vous pouvez être dans le service à la personne ou aux entreprises où le local est un peu moins important, mais la problématique de zone et de la zone d'implantation, des générateurs de trafic, de la concurrence, pour le coup, elle va être la même. Donc, excusez-moi, je vais faire des grandes généralité. Étudier un projet, c'est se poser la question de l'environnement de mon projet. Donc, est-ce que je suis sur une zone de bureau? Est-ce que je suis sur une zone de commerce? Est-ce que je suis sur une zone de résidentielle? Comment ça se passe? Quelle est la qualité de mon implantation? Est-ce que je suis sur une rue de trafic? Est-ce que je suis sur une rue plutôt numéro 2 derrière? Est-ce que je suis au sein d'un centre commercial, dans un retail park? Quel est le passage qu'il y a devant mon agence, devant mon local, devant mon restaurant? Est-ce que c'est du simple passage? Est-ce que c'est des gens qui s'arrêtent? Est-ce que c'est du flux shopping? Est-ce que c'est du flux pendulaire, boulot-domicile? Quel est le profil des gens qui passent devant? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes, des familles, des personnes âgées? Et au sein de quel univers concurrentiel je vais arriver, donc à la fois ma concurrence directe, indirecte, et puis plus largement au sein de quel pôle commercial je vais arriver et comment du coup les dynamiques vont se faire autour de mon projet. Donc, il va s'agir d'étudier d'une part mon local. Le local, c'est très important, puisqu'on peut se prononcer sur la zone, on peut être sur une zone très bonne, mais on peut avoir un emplacement au sein de cette zone qui n'est pas très bon. Donc, il y a des basiques, c'est un peu bête, mais est-ce que je suis accessible ? Parce qu'on a tous l'exemple d'emplacement, par exemple sur l'autoroute, où on voit très bien le grand totem avec un grand logo, et puis on ne sait pas comment atteindre et comment y aller. Ça, par exemple, c'est pas terrible. Est-ce que je suis visible? Pareil, je peux être très accessible, mais je ne suis pas visible parce qu'il y a quelque chose devant qui masque. Est-ce que les abords de mon projet ils sont qualitatifs? À chaque fois, il faut se mettre dans la peau de mon consommateur, de ma clientèle cible. Est-ce que j'arrive sur une rue qui est plutôt plaisante et sur laquelle j'ai envie de me promener? Est-ce que c'est des abords qui sont un peu moins sympathiques? Est-ce qu'il y a des projets d'aménagement? Parce que ce qu'on va faire, comme vous l'avez compris, c'est de se prononcer sur la pérennité. La pérennité, c'est sur plusieurs années. Donc, il va falloir comprendre comment fonctionne la zone aujourd'hui, quel est l'environnement aujourd'hui, mais aussi quel est l'environnement de demain et comment la zone va se modifier. Donc il va falloir aller chercher, on va voir quels sont tous les projets qui vont impacter. Donc c'est pas juste l'arrivée des concurrents, c'est aussi est-ce que je vais avoir une piétonisation, l'arrivée d'un parking ou des choses qui vont modifier la zone où je vais m'implanter. La demande sur la zone. Donc ça c'est quelle est ma clientèle cible et la clientèle sur la zone. Donc idéalement, si je veux faire fonctionner un commerce, l'idéal c'est d'avoir une zone mixte pour que j'ai vraiment tous les jours de la semaine, tous les horaires de la journée qui soient comblés. Si j'ai du salarié du service, je vais avoir les heures du midi par exemple où je vais avoir de la clientèle. Si j'ai du résidentiel, c'est les fins de journée et le week-end. Si j'ai du shopping, c'est plus le vendredi, le samedi que je vais venir. Donc l'idéal ça serait d'avoir tous ces types de clientèle. Et après, selon votre secteur d'activité, en restauration, le midi, c'est salarié du service, le soir, c'est résidentiel. Je suis en prêt-à-porter, c'est de la clientèle shopping. Je fais du service à la personne. Est-ce que j'ai des enfants en bas âge si je fais de la garde d'enfants? Enfin voilà, il va falloir ensuite identifier vos clientèles cibles. Est-ce que j'ai du touriste?
Est-ce que j'ai des étudiants? Il y a des clientèles aussi complémentaires auxquelles on ne pense pas forcément. Ça nécessite de demander aussi aux franchiseurs, si vous avez un projet sous enseigne en franchise, de lui demander aujourd'hui quelle est la clientèle cible de l'enseigne. Est-ce qu'il y a des différences de clientèle selon les typologies d'implantation? Est-ce que quand je suis dans un retail park ou dans un centre-ville, dans une grande ville comme Lyon ou dans une plus petite ville comme Bénaud ou Dardilly, est-ce que c'est les mêmes clientèles que l'enseigne observe? Ça, c'est des informations qu'ils doivent vous donner. Et mon concept, est-ce que j'ai un concept qui est différenciant? Est-ce que sur la zone, il y a déjà d'autres choses qui existent? Est-ce qu'il est en adéquation avec la demande sur la zone? Si j'ai une zone qui est très populaire, avec un pouvoir d'achat assez limité, est-ce que si je suis Louis Vuitton, peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit où mettre? Enfin, il y a aussi des notions, au-delà du secteur d'activité, de positionnement marketing qui importent. Alors, la zone de chalandise, c'est un terme que vous avez dû déjà entendre. C'est en fait le terrain de jeu de mon futur commerce ou de ma future agence, de mon futur service. Donc c'est la zone d'où va drainer mon commerce, il va drainer des gens autour de lui et puis à un moment donné, il va être trop éloigné. Les gens qui habitent à une demi-heure de mon commerce, c'est trop loin, ils vont peut-être venir une fois mais ils ne vont pas venir de façon récurrente. La zone de chalandise, c'est vraiment les gens qui vont venir et qui vont pouvoir venir souvent. Selon le type d'implantation, en fait, les zones sont plus ou moins grandes. Par exemple, si on est en restauration, les zones elles sont petites, on se déplace. Quand on mange le midi, on va plutôt près du bureau. On va peut-être aller une fois à un restaurant à l'autre bout de la ville, mais en général, c'est du 5 minutes à pied. Si on doit faire 1 heure, on ne va pas y aller. Si je suis sur du centre commercial ou de la périphérie, je vais avoir tendance à me déplacer plutôt en voiture. Donc là, on est sur du temps voiture. Aujourd'hui, vous avez plein de sites qui vous permettent de calculer ces temps d'accès. Vous pouvez aussi, quand vous vous déplacez sur site, faire l'exercice. Essayez d'y aller en voiture, mais aussi en transport en commun. Parce qu'on a des commercialistes, enfin les gens qui vous vendent les locaux vous disent toujours que c'est très accessible. Essayez quand même de faire l'exercice. Il y a des choses, on se rend compte qu'il faut prendre 3 bus et que peut-être qu'un consommateur, il ne va pas venir tous les jours en prenant 3 bus. Donc l'emplacement, est-ce que je suis au sein d'un îlot commerçant ? Est-ce que je suis avec d'autres commerces ou est-ce que je suis tout seul isolé? Alors selon l'activité, ça va être plus ou moins embêtant. Si je suis sur une agence de service à la personne, je peux me permettre d'être un peu isolée puisque je me déplace chez les gens et que ma façon de faire du commercial, de faire mon business, c'est pas de les faire venir à moi, mais c'est si j'ai un point d'accueil de clients, il faut toujours favoriser le point commerce, l'îlot commerçant. Enfin, mettez-vous à la place du consommateur. Si j'ai un restaurant tout seul isolé, puis j'ai un autre endroit où j'en ai plein, où j'ai du choix, et si j'ai un restaurant qui est complet, je peux aller sur un autre, je vais toujours favoriser plutôt ce pôle-là que celui qui est tout seul isolé. Ou alors il faut avoir une offre sacrément attractive et sur la durée. Pareil, est-ce que autour de moi c'est des activités qui sont connexes? Si je fais de l'achat de proximité, il faut que je sois avec d'autres commerces de proximité. Si je fais de la fromagerie, je ne me mets pas au milieu de la rue où je vends du prêt-à-porter parce qu'on ne va jamais acheter une robe en même temps qu'un camembert. Enfin, on ne va pas se trimballer. Non, mais c'est des choses qui paraissent un peu bêtes parfois quand on a le nez dans... Donc il faut se mettre à côté de ses concurrents. De ses concurrents et des activités commerce. Donc si je suis sur une activité marché, je suis avec d'autres pôles marché. Si je suis sur de l'achat cadeau, je suis avec du chocolat, du vin, de la fleur. Si je fais de l'institut de beauté, c'est de l'achat c'est du récurrent. C'est pareil, c'est plutôt avec la boulangerie et la pharmacie. Si je suis de l'optique, je suis plus avec un achat shopping et donc je suis plus avec du prêt-à-porter et de la chaussure. Et pareil, le positionnement marketing. Donc je vais vous citer l'exemple Louis Vuitton. Si j'ai une rue ultra luxe et que moi j'ai un positionnement plutôt entrée de gamme, ça ne va pas fonctionner. Il faut voir les enseignes qui ont le même positionnement que vous. Un cache-cache, par exemple, en prêt-à-porter, ça ne va pas avec, en enseigne d'optique, ça va être plus du Optique 2000, du Atoll, les opticiens, pas un Lissac qui a un positionnement très santé et très différent. Donc, un Nicolas en cave à vin, ça va bien avec un Montsaux-Fleurs, avec un Jardin des Fleurs et pas avec un indépendant hyper pointu. Enfin, voilà, il y a ces notions de positionnement. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation très claire de l'étude de marché. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'en ai pas mal. D'abord, est-ce qu'il faut faire soi-même son étude de marché? Parce que là, tu nous présentes le cas où finalement le franchisé est très impliqué, ou est-ce qu'il faut la faire faire? Ce qui est le cœur du business quand même de territoire et marketing. Alors,
Ou est-ce qu'il faut un mix des deux? Il faut un mixte des deux, je pense, parce que d'abord, on peut avoir plusieurs locaux qui sont en placement, qui sont proposés, ou plusieurs endroits possibles. Vous n'allez pas faire une étude et payer une étude à chaque fois, c'est pas logique, il n'y a pas d'intérêt. Il faut faire l'étude, il faut faire une pré-étude par soi-même et faire tout ça. Après, comme je vous l'ai dit, on a le nez dans le guidon, c'est son projet, on a envie d'y croire, on va toujours voir la mariée un peu plus belle. Ou alors c'est inquiétant, si vous la voyez un peu plus moche, c'est qu'il y a arrêté tout de suite, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Votre enseigne, le franchiseur, pareil. Si vous êtes arrivé au stade où vous faites l'étude et que ça continue dans le temps, c'est qu'il croit en votre projet. Vous avez tous les deux des intérêts sur ce projet. C'est bien à un moment donné. Et ça, souvent maintenant, les banques vous le demanderont pour le financement, d'avoir un tiers extérieur qui n'a d'intérêt que son calcul soit juste. Sa neutralité. Et qui ne lui soit pas opposé 2 ans plus tard. C'est une catastrophe. Je ne fais pas du tout le chiffre que tu m'avais donné. Et qui, là je prêche pour ma paroisse, mais du coup qui a une habitude d'études, qui travaille pour plein de secteurs différents, donc qui connaît, qui va étudier une zone, qui va l'étudier par le biais de l'optique, par le biais de la restauration, par le biais de prêt-à-porter. C'est forcément, je crois un peu en ce que je fais, je pense que c'est une démarche, mais c'est vraiment à la toute fin. C'est une fois que vous avez déjà prévu votre local, que vous avez bien avancé avec l'enseigne, parce que le résultat de l'étude, d'abord, dans la plupart du temps, il sera bon, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que le projet il est plutôt bon. Et même si l'emplacement n'est pas exactement le bon, il faut qu'on dise, voilà, c'est à quelques rues de décalage, il faut refaire une petite recherche immobilière, mais il ne doit pas donner un arrêt définitif. Vous avez passé trop de temps sur ce projet, ça fait souvent plusieurs mois, voire même des fois 1 an, 2 ans que vous êtes dessus. Ouais, c'est bien de le faire valider par un tiers extérieur. Est-ce qu'on se plante souvent dans les études de marché? Si on se plantait souvent, on ne serait plus là. Oui, d'accord. Combien vous en faites, vous, chez Territoire? On en fait 300 et on travaille dans la durée. On a des clients, vous avez Classcroute qui est là, avec qui on travaille depuis 2000, et d'autres enseignes qui nous fournissent tous les ans les chiffres qu'ils réalisent effectivement sur les études qu'on a faites. Donc on appréhende à chaque fois le décalage entre l'estimé et le réalisé. Donc on affine de plus en plus nos calculs, mais surtout, à un moment donné, on a une obligation de résultat. Alors, on n'est pas Madame Irma. On n'a pas une boule de cristal, on a une démarche rationnelle et un calcul, donc on ne peut pas tout prévoir, mais en gros, il ne faut pas qu'il y ait un décalage trop important. Ce n'est pas un business plan, hein, c'est une étude de marché. C'est une étude de projet. C'est quoi la différence entre une étude de marché et un business plan? Eh bien, un business plan, c'est un expert comptable qui vous le fait, et nous, on ne le fait absolument pas ça. On ne fait pas une projection année 1, année 2, année 3. On se prononce sur l'intérêt d'un projet et d'un emplacement. C'est bien parce que le chiffre calculé, il va souvent venir challenger celui qui a été calculé par l'expert comptable, qui lui va le faire par rapport à un point mort. Donc, il va calculer l'investissement, il va calculer la valeur locative et le taux d'effort, il va calculer la masse salariale que vous allez avoir, les achats matières. Il va voir la moyenne réseau et les chiffres d'affaires qui sont réalisés par l'enseigne habituellement. Puis il va dire, voilà, on a un point mort à 500 000. A priori, il y a un local, il y a un projet qui va faire en gros 700 000. Il va faire un chiffre d'affaires comptable. Et derrière, il va le mettre en regard avec l'étude, puisque les deux sont faits en parallèle et on ne communique pas pendant que c'est fait. Nous, nos chargés d'études, ils n'ont jamais cette notion de point mort parce qu'il ne faut pas qu'ils l'aient en tête. Hein. Il faut qu'ils jugent le projet par lui-même. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi sous-évaluer son projet? C'est-à-dire, on est tellement enthousiaste, on a forcément un truc formidable, meilleur que les autres. Mais est-ce qu'une des solutions, c'est pas de se dire, j'enlève 20% de toute mon approche et au moins je serai dans la bonne moyenne? Faire une hypothèse faible. Ouais. Donc d'être plutôt moins disant que mieux disant, oui, de ne pas s'emballer et de faire le ratio. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer parce que là, je vais avoir, ça va être un peu du mal pour convaincre les banques, c'est ça? Même pour se convaincre soi-même, hein, parce que si je retire 20% et que du coup je me retrouve à 20% ou juste au niveau de mon point mort, c'est pareil. Ça vaut pas. En revanche, ne faut pas s'emballer. Si l'enseigne elle vous a dit que le ticket moyen il est à 10 €, vous dites pas ma zone elle est trop bien, du coup moi je serai à 15 €. Non. Faut taper sur 10 €. Ouais. Voilà, faut rester sur le ratio bas. S'ils vous disent que c'est entre 10 et 15 € le ticket moyen, vous tapez plutôt sur le 10 et vous sécurisez. Bien, merci Charlotte pour cette explication très claire de l'étude de marché, son rôle et de ses conséquences. Merci. On peut applaudir, hein, je pense. Hein. Et donc, il y a un stand de territoire et marketing si vous voulez en savoir plus. Voilà.